J'ai souvent dit que j'étais un homme contrarié. C'est vrai. Je voulais être photographe sur des points chauds de la planète. Mais on y risque sa vie et les places y sont chères et je ne l'ai jamais été. Je n'ai pas été beaucoup sur le terrain, comme peuvent s'en flatter un certain nombre de mes confrères, et je les admire. Moi j'étais vite au desk, secrétaire de rédaction, chef d'édition, rédacteur en chef. Bon, voilà. Mais j'ai su très tôt, pas vraiment très tôt, puisque j'avais quand même presque 30 ans, que je voulais être journaliste et que il n'y avait rien d'autre vraiment qui me bottait. Est-ce que j'ai fait la carrière que j'ai voulu ? Je sais pas. J'ai été nommé 3 fois rédacteur en chef, de 3 titres différents. La première fois, j'étais un peu tout jeune, un hebdomadaire où je travaillais, pour lequel je travaillais en 88, 87, 88, je crois. Et puis aussi, je suis allé au Mauricien, qui était à l'époque le grand journal de l'après-midi. Et j'y suis allé en 1989. Et 5 ans après, j'étais nommé rédacteur en chef. Ce qui n'avait rien pour faire plaisir à plusieurs de mes collègues. Enfin bon, j'ai reçu des coups de téléphone m'annonçant la nuit des longs couteaux, mais bon, ça n'a pas été meurtrier. J'ai été 14 ans rédacteur en chef du Mauricien. C'est assez grisant. Un navire comme ça, c'est assez grisant. On me dira pourquoi j'ai arrêté, pourquoi j'ai démissionné, c'est pour une autre raison. J'arrivais à 14h, quand tout était fait. C'était le moment extraordinaire où je disais parfois, à mon avis, c'est le plus proche qu'un homme puisse s'approcher d'un accouchement, quoi, sans être Marcelo Mastroianni. Et c'était ça. Le truc était parti comme ça. Donc ça a été un grand moment de ma vie. Sauf que ce grand moment a buté aussi sur des divergences de vues avec d'autres personnes dans l'entreprise, sur ce qu'elle devait être l'orientation du produit et quel devait être le recours aux moyens électroniques. Et on n'a pas été d'accord sur un certain nombre de choses. J'avais 57 ans, je me disais, à 57 ans, on ne se fait pas réembaucher, c'est foutu. Et ben non, miracle, la Sentinelle m'a fait une offre pour venir ici, lancer l'Express ID et, à la mesure du possible, favoriser justement cette convergence des titres et des rédactions et des hommes. Disons que mon contact avec la presse, avec le monde de la presse, avec des journalistes, avec les rédactions, avec cette ambiance, avec l'odeur, Jean-Claude de Lestrac avait dit un jour que je crèverais noyé dans l'odeur de l'encre d'imprimerie. Oui, j'aime beaucoup cette odeur, j'aime beaucoup cette ambiance. J'ai eu la chance, parce que j'étais enfant, j'ai ma sœur qui avait appris la dactylo, et ensuite, ma sœur n'a pas fait une carrière de dactylographe, et elle m'a donné une petite machine à écrire, comme ça, une Olivetti, une Baby Olivetti. Et enfant, je tapais là-dessus, enfant, oui. J'ai toujours su que l'écriture, pour moi, passerait par un clavier. Plutôt qu'un stylo ou une plume ou un crayon. Alors ça c'est une première chose. Peut-être encouragé, c'est pas bon de dire encouragé, mais par le fait que j'ai une très mauvaise écriture. C'est presque illisible ce que j'écris. Donc très vite j'ai eu besoin des claviers pour m'assurer de la lisibilité. Mais enfin pour être plus sérieux, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que quand j'ai terminé mon bac, l'équivalent du bac, j'ai pas moi été sélectionné pour la bonne et simple raison que j'ai pas participé au concours de sélection, mais des amis à moi, des condisciples, ont été sélectionnés pour être les premiers programmeurs d'informatique à Maurice. Donc j'ai été là, comme ça, j'ai eu ce contact avec le monde informatique. Plus tard, pendant les quelques études que j'ai poursuivies sans jamais les rattraper, j'ai eu l'occasion de faire un séminaire nous étions là en 80, un séminaire sur la micro-informatique. Alors à l'époque, on utilisait des Commodore 64 et des Sinclair ZX81, qui étaient des petites bécanes comme ça, qui n'avaient pas d'écran, qu'on branchait à un écran de téléviseur. Et ça savait faire à peu près traitement de texte et tableur, quoi. Hein. C'est comme ça qu'on a commencé dans la micro-informatique. Et puis, j'ai jamais résisté
il y a quelques années, une dizaine d'années, j'étais dans une librairie, je regardais un magazine d'informatique. Il y avait un jeune homme qui avait une quinzaine d'années de moins que moi. Il nous regardait comme ça. Et lui aussi, il était plongé dans un magazine d'informatique. Au bout de 10 minutes, n'en tenant plus, je devais avoir 45 ans à l'époque, hein, et il m'a dit, mais vous vous intéressez à l'informatique? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, à votre âge? Et oui, mais c'est vrai qu'à 25 ans, beaucoup de gens avaient décidé, et c'était de la folie, quoi, des gens qui n'avaient même pas 40 ans, avaient décidé que c'était trop tard pour eux, et qu'ils ne s'intéresseraient pas à l'informatique, et que vraiment, ils ne voyaient pas la nécessité, ou alors, moi ça m'a amusé, parce que, bon, je sais pas pourquoi, peut-être parce que je me suis intéressé dans ma jeunesse un peu aux mathématiques, que je m'intéresse aux structures du langage, et que les systèmes, ça m'intéresse, enfin bon, voilà. Je sais pas comment ça s'est passé. Le fait est que j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur très tôt. J'ai eu un des premiers Mac en 1990, ça fait donc plus de 20 ans. Et bon, ben voilà, on rentrait dedans et j'ai très vite aperçu une chose, que l'intérêt de l'ordinateur, bien sûr, c'était de pouvoir utiliser les différentes applications disponibles, mais que on ne trouverait jamais les applications pour tous les besoins qu'on pouvait avoir. Et j'ai eu la chance de tomber sur un environnement de programmation très accessible très accessible à l'amateur, au profane, avec une langue de programmation très proche de l'anglais. C'est un truc qui s'appelle HyperCard et qui a été créé par un des grands noms, très très grands noms de l'univers Apple, qui est un des premiers collaborateurs de Steve Jobs, et un type qui s'appelle Bill Atkinson. J'ai mis un peu le nez là-dedans il y a 20 ans. Je ne cacherai pas que ça m'a passionné. Et j'ai commencé à développer des petites applications très simples. Ma femme me disait toujours, avec un crayon, tu peux le faire plus vite et plus simplement. Mais bon, c'est très 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 étrange le rapport qu'on peut développer à la programmation informatique. Et je suis arrivé à me poser la question, mais pourquoi est-ce que j'accepte de passer une nuit pour écrire 5 lignes de script, pour effectivement faire un truc qui, comme ma femme me disait justement, un crayon ferait aussi bien. Et je me suis dit, au fond, c'est un rapport au langage. Parce que voilà une chose, un objet communicant, auquel je ne peux pas reprocher d'être mal réveillé, d'être con, de ne pas m'avoir compris, d'entendre mal, ou quoi que ce soit. Et qui me dit, je ferai tout ce que tu me demandes de faire, à une seule condition, que tu me le dises correctement. Et ça, c'est un... Pouf, on est plein la gueule avec ça. Et en même temps, c'est terrifiant, parce que ce langage-là ne permet aucune faille. Tout est déterminé. Il n'y a aucune ouverture dans ce langage. Quand nous communiquons, nos hésitations, nos silences, les mots que nous employons à mauvais escient, et nous nous reprenons et nous rigolons, tout ça fait partie du package communicationnel. Alors que dans la langue informatique, c'est vraiment la détermination absolue. Il n'y a rien de laissé pour le symbolique. Tout est dans l'axe de la détermination. Donc c'est vraiment la rigueur du langage, la précision dans le langage. Moi, j'aime le langage précis. Je suis dans un métier où on a intérêt à s'exprimer de manière précise, même si on ne peut pas avoir ce type de détermination. Mais donc je crois que c'est ça aussi qui m'a fasciné, c'est d'être sur un langage comme ça, mais il ne supporte pas la moindre faille. Il demande une précision absolue, et quand on donne à la machine cette précision absolue, waouh, ça marche. Et ça, c'est très beau. Et c'est comme ça que j'ai été amené à faire des petites choses. Et j'ai fait des choses pour apprendre à mon fils à lire. J'ai aussi fait, puisque bon, on ne se corrige pas, j'ai créé quelques petites applications susceptibles d'être utiles dans la presse. J'ai fait pendant les 14 années où j'ai été ailleurs, rédacteur en chef, je faisais mon briefing tous les jours sur une application que j'avais créée et qui permettait de me noter tout un ensemble de choses, de productivité, de présence des gens et de suggestions. Et c'était de la programmation très linéaire, il n'y avait rien d'aléatoire dedans, mais c'était utile. J'ai aussi fait par rapport à beaucoup de gens tapent un peu n'importe comment. Or, il y a des normes typographiques quand on tape. Il y a une virgule, il y a un espace après, pas deux. Il y a un point-virgule, il y a un espace avant et un espace après. Et je souligne bien une espace, c'est pas une faute de français. Parce que j'avoue que j'ai du mal à le dire, mais bon,
en imprimerie espace et féminin. Et ça peut faire gagner à un secrétaire de rédaction énormément de temps. Tout corriger comme ça et énormément finalement de colère et parfois de gros mots. Mais ce con! Et donc, des petites choses comme ça. J'ai également fait une application qui est tout simplement une table de montage. Une table de montage comme un monteur qui a ses différents plans devant lui et qui va les assembler. Quelqu'un qui écrit, un writer, peut aussi avoir des séquences verbales qui peuvent être des descriptions, qui peuvent être aussi des citations de différentes personnes rencontrées. Et bien ensuite, on peut l'assembler. On peut l'assembler avec une petite table de montage. Alors, ce sont des choses qui peuvent être utiles. Hein. C'est pas des révolutions. Si ce l'était, ça se saurait. Mais bon, les personnes qui les ont utilisées ont trouvé ces petites applications commodes, on va dire. L'intérêt à l'informatique, je dirais, mais heureusement que je m'y suis intéressé. Parce que bon, je pense qu'un homme qui a 60 ans, n'est pas encore totalement gaga, qui va être à la retraite dans quelques temps, qui aura du temps devant lui, et qui n'ait pas de culture digitale, c'est fou ce qui peut s'emmerder, quoi. Développer des petites choses. Je travaille encore sur des grands rêves, mais bon, ça prendrait, je crois que je ne saurais jamais le faire. J'aurais aimé, par exemple, avoir quelque chose que je ferais, qui serait également dans une conférence de rédaction, ou avec un projecteur, et quand on prendrait les dimensions d'un espace sur une page, dirait au journaliste, ok, tu fais 4100 signes pour cet espace-là. Et ça irait se comptabiliser, et les pages seraient à peu près déterminées dès le briefing, plutôt que la course effrénée en soirée, où est-ce qu'on met ça, où est-ce qu'on met ça. On peut faire des choses comme ça, mais je ne saurais pas le faire. J'ai essayé, j'ai commencé, mais ça me paraît plus complexe. La complexité est au-delà de mes petites capacités. La table de montage de texte, je crois que c'est la plus utile. D'autant plus que ce n'est pas qu'une application, il y a une pédagogie également en utilisant cela. Parce qu'un jeune journaliste qui écrit un papier, il ne sait pas trop où aller, il est un peu perdu, c'est lourd. Et là, on a un outil qui permet de voir au travers, je dirais, et en même temps de théoriser ce qu'on fait. Ça, c'est plus de l'ordre de la pédagogie que de l'outil. Mais les deux vont un peu ensemble. J'ai eu des bonheurs dans ma vie professionnelle. J'ai obtenu en 2000 le Astor Award, qui est le prix offert tous les 2 ans, qui était offert tous les 2 ans aux journalistes du Commonwealth, enfin un journaliste du Commonwealth, pour la liberté de la presse, pour ce qu'il a fait pour les médias, etc. Et ce qui m'amuse, c'est que j'ai été le seul journaliste francophone à obtenir cela. C'est vieux. Sans doute une ou deux positions que j'avais dû prendre, une ou deux choses que j'avais dû faire dans mes rédactions. Et j'avais aussi créé, c'était à l'époque, faut dire, nous étions en 97, 98. Aujourd'hui, avec Facebook, ça vous paraîtra ridicule, banal. Mais j'avais créé un forum de rédacteurs en chef avec une mailing list en passant par un fournisseur d'accès aux États-Unis qui s'appelait Majordomo. J'avais créé un mouvement, il y avait eu une espèce un buzz comme ça, avec à peu près 250 rédacteurs en chef et associés. On communiquait tous les jours, on parlait, on discutait, toutes sortes de choses. Et ça a eu un gros succès. Et ça avait été un peu ça, je pense, qui a favorisé le choix. Chez les idées, elles peuvent être fabuleuses aujourd'hui et banales après-demain. Le fait est que moi, je l'avais eu avant-hier. Mais bon, ça a très bien marché. Aujourd'hui, c'est un peu mort, ce truc-là. Ils ont créé un autre. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais assisté à une conférence qui m'avait semblé superbe, en 98, en Malaisie. Et je me suis dit, mais c'est con, on va sortir de cette conférence, on a tous pris nos adresses, là, et puis rien va se passer. J'ai commencé ce truc. Il fallait payer $100 par an pour avoir accès à ce service. J'ai payé les $100, je ne leur ai pas dit, et j'ai lancé les invitations. Et c'est parti. Ça a été un truc qui, pendant 3 ans, 4 ans, a été vraiment le Penang Forum, ça s'appelait. Et ça a été pendant 3-4 ans un truc qui vivait. On ne peut pas éviter le passage à l'information digitale et numérique. On va vers cette information digitale, on va vers une information qui va être de plus en plus ciblée. Et à côté de ça, le papier va-t-il disparaître? C'est la grande question. Nous sommes tentés de penser que non, parce que les annonceurs ont encore besoin de cette visibilité qu'offre le papier. Donc, il y aura encore du papier. Quoi mettre sur ce papier? Quoi mettre?